Bonsoir à tous et soyez le bienvenu dans cette nouvelle édition de votre journal de 22h dont tels sont les faits marquants de l'actualité. Le propriétaire de la Sagalgate, une célèbre maison d'édition du Somaliland, a été reçu ce matin par le chef de l'État. Et la commune de Balbala, donc 5 maisons ont été détruites cet après-midi dans un nouvel incendie. Toujours concernant le sinistre de Balbala tenu à la primature d'une réunion des crises. C'était le sommaire, merci de nous accueillir chez vous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, est reçu aujourd'hui en fin de matinée au palais présidentiel, M. Abdi Youssouf Al, propriétaire de la Sagalgate, une célèbre maison d'édition du Somaliland. Il s'agit d'une audience dédiée à la remise au président de la République d'un lot de 100 livres édités en langue somali. Cette donation illustre les liens privilégiés qu'entretiennent dans tous les domaines Djibouti et la Somaliland. Elle a été surtout valeur de reconnaissance de l'engagement personnel du chef de l'État en faveur de la préservation, de la promotion de la culture somalienne. À noter la présence à cet événement du ministre djiboutien des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Warf, M. Momin Hassan Barre. dadkeenu weli uma basmeen jeebkiisa lacag ka soo saaro caruurtase in lagu barbaaro oo la baro yani inay wax taariikhya ka buuxa oo badan oo in nin waliba dhankiisa uu la qabto inaguna de waxay leedihiin Et à l'issue de son entrevue avec le chef de l'État, le PDG de la Sagalgate a remercié le président Guelleh pour l'honneur qu'il lui a fait donc en acceptant donc les 100 livres qu'il lui a offerts et donc qui s'insèrent dans le récit le plus connu de la littérature de la culture somalie. Il traite également de l'histoire de l'art somalien. Le représentant de la République de Djibouti auprès du Somaliland, M. Hussein Omar Kawalié, qui a pris part à cette rencontre, a quant à lui indiqué aux médias que la remise de ce lot de 100 livres au président de la République traduit bien la collaboration multiforme qui existe entre Djibouti et la Somaliland. Et oui, nous vous en parlions donc en début de journal. La série des incendies se poursuit toujours à Balbala. Cet après-midi, 5 maisons sont parties en fumée. L'origine de l'incendie serait due, selon le directeur de la protection civile, à une fraude d'électricité ayant entraîné la mise à feu de gaines d'un climatiseur. Le feu se serait donc vite propagé alors que personne n'était dans la chambre. Toujours est-il, aucune perte humaine n'est à déplorer. Juste en face de Cheikh Ousmane. Là, c'est le deuxième incendie en moins de 2 heures qui est dans ce secteur-là, zone toujours Balbala. Malheureusement, nous faisons l'objet de fraude électrique. Selon les premiers rapports et les premières inspections que nous faisons sur place, il y a eu un disjoncteur qui a pété hier. Et les gens se sont connectés directement au réseau existant, ce qui a fait que vous pouvez prendre votre caméra et regarder à l'intérieur que l'origine de l'incendie provient d'un mauvais usage de l'installation électrique. Donc, comme nous nous trouvons à une mauvaise période, que l'électricité de Djibouti n'est pas la même que l'électricité que nous rapportons de l'Éthiopie, que la chute de tension existe, j'aimerais bien souligner à notre population qu'il passe la majorité de la sécurité à ceux qui ne fraudent pas l'électricité et qui fassent bon usage de l'électricité dont ils disposent. La conséquence est qu'il y a 3 maisons en dur qui ont été complètement détruites, plus 2 maisons en planche. Dieu merci, il n'y a pas eu de perte en vie humaine. Nous sommes arrivés rapidement, mes collègues de Balbala plus le renfort de l'état-major, et nous avons circonscrit en si peu de temps. Nous remercions la collaboration de nos collègues de la police plus ceux de la population qui nous ont facilité nos tâches aujourd'hui.
Et après les 3 incendies qui avaient causé la destruction de 181 foyers le 19 juillet dernier, un nouvel incendie a détruit hier après-midi 10 maisons près du 4e arrondissement dans la commune de Balbala. Le feu d'origine domestique s'est vite propagé mais a été aussitôt maîtrisé par les sapeurs-pompiers de la protection civile. On ne déplore aucune victime, mais la prudence et la vigilance restent les seuls remparts pour éviter de telles catastrophes. Et dans un communiqué qui nous est parvenu aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur, Hassan Omar Mohamed, invite les Djiboutiens à faire preuve de plus de responsabilité au quotidien et de ne laisser aucun feu sans surveillance. L'électricité de Djibouti met en garde de son côté contre les pratiques de fraude d'électricité qui sont source de danger permanent et seraient également la cause de certaines incendies qui ont frappé la commune de Balbala. À la requête du ministre de l'Intérieur, les enquêtes judiciaires ont été diligentées par le procureur de la République et confiées à la police judiciaire de la commune de Balbala pour déterminer au cas par cas les causes exactes de ces incendies. Le ministre de l'Intérieur affirme dans son communiqué qu'il n'est pas exclu qu'à l'avenir que les cas de grave négligence avérée ou fraude d'électricité ayant causé des incendies soient poursuivis et traduits en justice. La mise en garde du ministre de l'Intérieur intervient après la multiplication des incendies qui ont affecté la ville de Djibouti. En effet, outre la commune de Balbala, d'autres incendies de moindre taille ont été enregistrés dans la cité d'Anguela où une maison a été détruite par le feu. Un début d'incendie a été également et vite maîtrisé à proximité de la cité Hodan, toujours dans la commune de Balbala. Toujours en ce qui concerne les drames dus aux incendies, une réunion de crise s'est tenue hier à la primature sous la présidence du ministre de la Justice et Premier ministre par intérim Mohamed Ahmed Cher avec un collectif représentant des sinistrés. Cette rencontre a donné lieu à un débat franc et des échanges fructueux entre les membres du gouvernement et le collectif des habitants. Le Premier ministre par intérim a indiqué que le gouvernement a reçu des instructions du président de la République et les laissant donc à en tirer de ce drame. En outre, il a demandé aux membres du gouvernement de prendre toutes les dispositions nécessaires pour accompagner et faciliter le relogement de ces familles. Donc sinistré, le Premier ministre par intérim a invité les ministres concernés à prendre les mesures adéquates pour remédier aux problèmes d'accès, notamment en ce qui concerne la circulation de véhicules de secours. Et après l'incendie qui ont ravagé près de 181 foyers, la cadence des opérations de secours aux sinistrés accentue. Sur le plan d'assistance aux sinistrés, la mobilisation est générale, le don commence à affluer, mais auparavant, on notait ce matin la visite d'une importante délégation du parti du comité exécutif de RPP, conduite par son secrétaire général, M. Ilyas Moussa Dawalé, qui était accompagné par M. Ali Abdi Falah, doyen du parti, le secrétaire national aux relations et médiateur du parti, M. Suleiman, secrétaire national à la gouvernance, M. Diri Hachi, secrétaire national à la jeunesse, et M. Gohal Hamadou, secrétaire national aux collectivités, donc cette délégation s'est rendue sur les lieux pour s'enquérir de la situation des sinistrés. Au cours de cette visite, les différents responsables politiques ont eu des réunions avec les représentants de la population de différents quartiers des sinistrés pour les assurer du soutien total du gouvernement et du parti RPP dans cette épreuve. Et comme il a été déjà décidé en conseil de crise constitué par le chef de l'État, les responsables ont assuré la population encore une fois que tout sera mis en œuvre pour d'une part assurer des premiers secours nécessaires en de telles circonstances, mais aussi au relogement des sinistrés. Et dans une interview, le secrétaire général du parti RPP, M. Ilyas Moussa Dawalé, a déclaré « Nous avons de la chance d'avoir un président tel que Ismaël Omar Guelleh qui aide sa population. Avant, on entendait selon lui que le gouvernement ou le parti ne faisait rien pour sa population, mais ceci sont des fondements erronés. Que ce soit le gouvernement ou le parti RPP, on est toujours là avec vous afin de vous soutenir. Nous avons entrepris beaucoup d'initiatives afin d'être toujours aux côtés de nos concitoyens et à la première personne à la tête de cette initiative est sans nul doute le président de la République. C'est ce qu'a indiqué le secrétaire général du parti RPP, M. Ilyas Moussa Dawalé.
Et les agents de la radio-télévision de Djibouti ont pris les devants pour organiser une collecte de fonds au profit de leurs concitoyens. Les employés de la RTD, souvent sur le terrain, sont amenés à côtoyer de près les victimes des incendies et constater de visu chaque jour la détresse des familles qui ont tout perdu dans ces incendies. De ce fait, sont mieux donc sensibilisés sur le sort de leurs compatriotes frappés par des flammes, d'où l'idée de cette collecte de fonds initiée par le personnel de la RTD. Il est à espérer que cette démarche citoyenne serve d'exemple à l'ensemble des travailleurs djiboutiens. Et après les graves incendies qui ont ravagé plusieurs maisons à Balbala, le ministère de la Santé a pour sa part organisé ce matin une journée médicale au profit des sinistrés au sein de l'école de Balbala 7. À cette occasion, une ambulance SMUR a été disponibilisée à l'école de Balbala 7 pour servir ainsi pour des éventuels transferts de patients dans les différents hôpitaux. Au cours de cette journée médicale, les sinistrés ont reçu des différentes prestations des soins telles que la consultation pour les enfants, la consultation pour les adultes, consultation de pré- et post-natal, les consultations des acuités visuelles ainsi que la promotion de l'hygiène. Cette noble activité a pour but principal de venir en aide aux sinistrés en termes de soins pour le renforcement du système de prévention et de détection des éventuels problèmes de santé qui pourraient donc entraver leur santé, mais également de mieux servir la population djiboutienne. Malades qui sont dans des situations un peu graves. Vraiment, ça c'est un geste très louable. C'est un devoir du ministère de la Santé qu'on vient de réaliser. Et je pense que c'est la fierté de tous les personnels de la santé d'être toujours aux côtés de Djiboutiens et Djiboutiennes qui en ont les besoins à chaque fois que c'est vraiment les besoins se manifestent. Nous assistons également que parmi ces malades, certains ont besoin des examens complémentaires. Ces examens complémentaires vont être réalisés au sein de l'hôpital de Balbala gratuitement. Ça peut être des examens de prélèvement de sang, des SCBI qui sont vraiment nécessaires parce qu'on a eu quelques cas qui souffrent des infections de voies urinaires. Donc cette unité est mobilisée et stationnée dans ce centre, dans cette école sera positionnée autant que la situation nous le demandera. Je pense que nous allons, c'est avec fierté vraiment que nous effectuons ce travail et nous remercions le ministère de la Santé qui met à notre disposition toujours le renfort nécessaire pour parvenir à apporter les médicaments nécessaires, les infrastructures de base nécessaires pour répondre aux besoins sanitaires de notre population. Dans l'actualité, le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, Younis Al-Guedi, à la tête d'une forte délégation, s'est rendu ce matin dans le village de Ronda pour participer à la cérémonie de remise d'un groupe électrogène qui va alimenter le village, accueilli chaleureusement par une masse de villageois en quête de remerciements quant au déplacement du haut responsable de l'énergie qui est venu pour inaugurer le nouveau groupe électrogène de ce village. De
Depuis quelque temps, Rwanda était sans électricité puisque l'ancien groupe électrogène ne fonctionnait plus. Grâce à ce nouveau groupe électrogène, le village de Rwanda va commencer à accueillir les touristes et vacanciers en cette période d'été. Ce manque d'électrification avait eu un impact négatif sur l'économie du village et sur l'éducation des enfants. Le village de Rwanda avait besoin d'électrification puisqu'il était le passage obligé sur le corridor nord entre Tadjoura et Balhou. Le groupe sera géré donc par un comité de gestion du village. La population et les responsables ont vivement donc remercié le ministre de l'énergie et la délégation l'accompagnant donc pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Le président de la République pour nous avoir fait ce geste qui est vraiment important et utile pour le village. Donc en ma qualité de secrétaire général du comité de gestion, je tiens à exprimer ma gratitude au mon nom personnel et au nom donc, du comité ainsi que de toute la population du village de Rwanda. Merci. Et le ministre de la décentralisation qui était fait parmi la délégation, M. Hamed Mohamed Rami, s'est réjoui de participer aux côtés de son collègue de l'énergie, Younis Ali Guedi, au démarrage, au lancement d'un nouvel groupe électrogène qui va donc alimenter le village de Rwanda. La mise en œuvre de ce nouveau groupe a été octroyée par le président de la République, un atout important pour le ministre de la décentralisation. Et enfin, le ministre a exhorté la population de s'approprier ce projet d'électrification. Il a surtout insisté pour que le comité de gestion mis en garde prenne en main la gestion du nouvel groupe que la population attendait depuis longtemps. Écoutons à présent le ministre de l'énergie chargé des ressources naturelles, Younis Ali Guedi, concernant l'installation et le démarrage du nouveau groupe électrogène dans leur village de Rwanda. Nous sommes arrivés ce matin pour pouvoir faire la mise en service et donner le nouveau groupe au comité de gestion du village de Rwanda. Ce groupe, rappelons-le, a été octroyé par le président de la République, Al-Haji Ismail Omar Guelleh, et selon ses instructions, le groupe est arrivé dans de bonnes mains. La mise en service a été faite ce matin en présence du ministre de la région, mon collègue et frère, M. Aramis. L'accueil qui nous a été vraiment, je vais dire, fait ici à Rwanda, nous nous en réjouissons. Ça a été très marquant. Toute la communauté et les villages de Rwanda, mais toute la région aux alentours aussi, ont fait le déplacement pour nous accueillir. C'est une très bonne chose. Le gouvernement, à sa tête, le chef de gouvernement et président de la République, Al-Haji Ismail Omar Guelleh, sont là pour la population de notre pays. Nous exécutons bien sûr les objectifs fixés par le chef de l'État. Ceci encore, nous réitérons notre assistance, notre savoir-faire et notre volonté d'être au plus proche de notre population nationale. Ces groupes des 125 kVA qui a été octroyé par le président de la République pour les villages de Rwanda. J'espère que le village de Rwanda sera de nouveau illuminé et participera bien sûr au développement de ces grands villages. Le village de Rwanda est un village historique. Nous savons très bien que toute la population de Djibouti vient passer les étés à Rwanda. Avec son climat frais, les équipes du ministère de l'énergie avec les DD sont à pied d'œuvre pour donner assistance, pour garantir une pérennisation de ces groupes électrogènes à Rwanda. Mais nous demandons encore une fois à la population de Rwanda de garder ces groupes comme il faut, de les surveiller, de l'entretenir, de les protéger. Et pour, en conclusion, pérenniser ces groupes-là, qui est neuf, c'est un groupe neuf, il faut le rappeler, n'est-ce pas, de l'accueil chaleureux qui nous a été fait. Le président de l'Assemblée nationale qui passe ses vacances à Rwanda et qui a suivi de très près
ce montage de groupe et l'installation de ce groupe. Lui aussi, nous remercions vivement le président de l'Assemblée qui a été à notre côté, qui est là pour le service de la population aussi. Inch'Allah, j'espère que ce groupe va être très bien gardé, très bien entretenu. Une première à Djibouti, la conférence sur la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme s'est ouverte ce matin au Kobensky Palace. La conférence s'est déroulée en présence du gouverneur de la Banque centrale, Ahmed Ousmane, de l'ambassadeur de l'Union européenne, Adam Koulak, et de la représentante du COMESA, des différents représentants également des entités nationales concernant ont également pris part à cette conférence. Il s'agit bien là de rehausser et la sensibilisation à l'égard de toutes les entités nationales pour prévenir et bien maîtriser concrètement ces fléaux, déstabilisant donc le secteur financier en général, l'économie, la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement des actes du terrorisme constitue un défi majeur de l'ère moderne. Djibouti s'est engagé à réformer tout en modernisant le secteur financier avec des obligations juridiques et des règlements appropriés pour éviter quelconque menace. Cette conférence intervient à un moment où les opérateurs économiques sur la place sont quadruplés, donc avec une expansion remarquable dans le secteur financier. L'ambassadeur de l'Union européenne, M. Adam Koulak, a d'emblée félicité le gouverneur de la Banque centrale, M. Ahmed Ousmane, pour son engagement et son initiative de renforcer le processus de modernisation et de la lutte contre le blanchissement des capitaux et de financement du terrorisme. Voici un extrait de son intervention. C'est vraiment une autre grande occasion ici à Djibouti de faire quelque chose, ou d'assister à quelque chose qui se fait pour la première fois. Alors je voudrais avant tout féliciter nos partenaires, la Banque centrale ici à Djibouti, COMESA, qui est le partenaire de notre projet qui finance en partie de cette conférence, pour vraiment nous réunir ici à Djibouti pour discuter, réfléchir sur la lutte contre le blanchiment des capitaux, et contre le financement du terrorisme. Et dans son intervention, le gouverneur de la Banque centrale a d'abord passé en revue l'objectif visé par cette conférence et félicité ensuite les efforts du gouvernement pour la mise en place d'un hub donc financier. Nous l'écoutons. C'est pour moi un réel plaisir et un privilège de prendre la parole devant cette auguste audience pour vous exprimer tout d'abord mes remerciements d'avoir honoré de votre présence pour cette première conférence nationale sur la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, co-organisée avec le COMESA, et souhaiter la bienvenue dans notre pays à nos invités qui nous viennent de l'étranger. J'aimerais ainsi adresser en premier lieu mes remerciements appuyés à nos partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent depuis le début dans les processus de renforcement de notre dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Enfin, je tiens à remercier vivement tous les experts et éminents praticiens présents parmi nous. Les activités criminelles de blanchiment des capitaux ainsi que le financement international du terrorisme constituent un des fléaux majeurs de notre ère moderne qu'il faut absolument éradiquer au risque de voir s'écrouler notre société. La République de Djibouti enregistre depuis plusieurs années des solides performances économiques à la faveur d'une croissance constante et soutenue de son PIB, produit intérieur brut. Pour saisir pleinement toutes les chances de développement suscitées par ce contexte, le gouvernement a élaboré une stratégie ambitieuse dont l'une des composantes majeures est le développement du secteur financier, avec pour objectif de l'ériger à terme un hub financier régional et international. Après plusieurs années d'efforts et de réformes, nous voyons progressivement cet objectif se concrétiser. Ainsi, au cours des dernières années, le secteur financier djiboutien a connu une remarquable expansion où sa taille a quadruplé et ses opérateurs se sont densifiés et diversifiés. L'évolution du secteur financier s'est avérée être une solide option pour asseoir le développement économique et social de Djibouti, mais aussi un véritable défi pour le maîtriser et le pérenniser. En effet, si cet essor du secteur financier constitue indéniablement une opportunité pour les pays,
il représente également une ouverture pour toutes les organisations criminelles qui souhaitent tirer profit de la forte imbrication continue de notre pays avec le reste du monde. Le développement de nos institutions financières et la modernisation notamment technologique des services proposés est perçu comme autant d'outils à leur disposition pour développer leurs activités illégales. C'est pourquoi, sous l'égide de la Banque centrale et en collaboration avec nos partenaires au développement, a été entrepris depuis quelques années un vaste chantier de révision de la législation et le renforcement des capacités techniques, matérielles et humaines en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, afin de consolider la modernisation et l'intégrité de notre système financier. Et dans le reste de l'actualité, nous prenons la direction du Soudan du Sud où la 28e session extraordinaire du Conseil des ministres de l'IGAD s'est tenue les 23 et 24 juillet à Djouba, la capitale soudanaise. Notre pays a été représenté par son ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf. Objectif, relancer le processus de paix au Soudan du Sud. Cette réunion s'inscrit dans le cadre de la préparation du forum de revitalisation de l'accord de paix au Sud-Soudan. En marge de cette réunion, les ministres des Affaires étrangères de l'IGAD ont été reçus en audience par le président Salva Kiir qui leur a exposé notamment la situation sécuritaire dans son pays et sa vision des pourparlers entre les belligérants au Soudan du Sud dans le cadre du dialogue national qu'il compte relancer. Et dans le cadre des Jeux de la francophonie qui se déroulent en ce moment même à Abidjan, nos athlètes ont fait hier après-midi leur entrée en lice au mythique stade Félix Houphouët-Boigny. Nos athlètes ont concouru sur la série de 800 mètres pour Souraya Souhar qui ne s'est malheureusement pas donc qualifié aux phases de finale. Le jeune Brahim Ougas s'est classé 5e pour la finale du 1000 mètres. La médaille de bronze du 5000 mètres des 7e Jeux de la francophonie. L'athlète Youssouf est attendu dans les prochains jours pour faire également son entrée par la grande porte. Il est désormais le seul espoir des Djiboutiens puisqu'il a remporté l'une des 2 médailles de Djibouti lors des précédents Jeux de la francophonie qui se sont tenus à Nice en 2013. Les épreuves restantes sont le 1500 mètres et le 5000 mètres et sont donc prévues pour mercredi prochain. De là, nous passons à l'actualité internationale. En Afghanistan, l'explosion d'une voiture piégée ce matin a fait au moins 24 morts et plus de 40 blessés dans l'ouest de Kaboul, ciblant la communauté hazara chiite durement touchée il y a un an par le premier attentat du groupe État islamique au cours de la capitale afghane. L'explosion s'est produite peu avant 7 heures heure locale dans un quartier à majorité chiite particulièrement animé à Kaboul où sont donc installés des nombreux clubs de gym, des universités et instituts, des échoppes ainsi que des wedding halls, donc des immenses salles où sont célébrés les mariages. Les victimes sont apparemment des civils, dont des étudiants qui se rendaient tôt à leur université en cette période d'examen, mais aussi des gardes de sécurité protégeant la résidence d'un des principaux leaders de la communauté hazara et membre du Parlement. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée à toutes et à tous.